Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce rendez-vous annuel de la démarche qualité à l'Office de tourisme qui est proposé par le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Oui, vous avez bien entendu, on n'est plus seulement le CRT, on est le CRTL d'Occitanie, puisque depuis un peu plus d'un mois maintenant, au vu de la prégnance des activités de loisirs dans les activités touristiques en général, le CRT a décidé de devenir comité régional du tourisme. On devait normalement se retrouver aujourd'hui à Montauban. C'est la sixième année, sixième année, oui, qu'on se retrouve chaque année comme ça pour faire le point un peu sur la démarche qualité et puis l'animation du réseau sur la démarche qualité dans les offices de tourisme. Vous le savez, c'est un axe stratégique qui figure dans le schéma régional du tourisme et des loisirs. Et dans ce cadre, l'État, la région, ADOC et le CERTEL sont engagés conjointement pour piloter, gérer et animer cette marque qualité tourisme, qualité Occitanie Sud-de-France dans l'ensemble de la région. Et le rôle du CRTL, c'est d'animer à l'échelon régional la démarche concernant le réseau des offices de tourisme. D'où ce rendez-vous annuel qui est du coup cette année un petit peu particulier puisque il est en visio. Ça fait partie des enseignements de la crise sanitaire, c'est qu'on a été en capacité très rapidement les uns et les autres d'utiliser de nouveaux outils pour continuer à travailler ensemble, continuer à échanger. Et c'est bien parce que ça permet dans une période un petit peu compliquée pour beaucoup de nos interlocuteurs travailler ensemble. Ce rendez-vous aujourd'hui, on vous le propose en deux temps. Tout à l'heure, à 11h30, Audrey Assemat du cabinet Authentice qui effectue les audits de qualité pour les offices qui sont candidats à l'attribution de la marque, sera avec nous. Elle nous fera le point sur les premiers retours, notamment des visites des clients mystères, ce qui est une nouveauté là, depuis 2 ans là, sur la démarche qualité à l'office de tourisme. Elle nous fera le point sur les premiers retours, les premiers enseignements qu'on peut tirer des clients mystères. Mais tout d'abord, une première partie, la partie un peu actualité et puis où est-ce qu'on en est de la démarche qualité, avec Christophe Marché et Céline G d'ADN Tourisme. Alors j'ai failli dire nouvelle, mais maintenant ça fait quelques mois, notre nouvelle fédération nationale des organismes de gestion de destination. Et puis, avec moi également, Véronique Mercadier, qui se fera l'interprète des questions que vous pouvez avoir. Et je vous invite les uns et les autres à, quand vous avez des questions au fur et à mesure des présentations qui seront faites tout au long de cette matinée, n'hésitez pas à les poser par écrit, soit dans l'onglet Converser, soit dans l'onglet, vous avez aussi un onglet questions et réponses, ce qui permet de faire remonter les questions. On a du temps, même si je suis sûr vous avez plein de questions, plein de choses à demander. Donc on a du temps et si pour X raison on n'était pas en capacité de répondre à toutes les questions, on fera le point dans la foulée de ces webinaires et on reprendra contact avec vous, soit directement, soit peut-être ce sera Céline qui vous rappellera directement, soit peut-être aussi les animatrices départementales, les animatrices des relais départementaux de la région. Voilà, pour ces quelques mots d'introduction. Et donc, tout de suite, je vais vous transmettre la parole, Christophe et Céline. Merci d'être là avec nous ce matin. Et puis d'abord, oui, c'est quoi l'actualité du réseau aujourd'hui? Merci beaucoup, Pierre. Merci, Véronique. Pardon, Céline, je vais te doubler. C'est pas bien, c'est pas courtois. Mais je sais que tu parleras beaucoup plus précisément, d'ailleurs, des actions menées par la fédération par la suite, hein, de façon très, très, très concrète. Je vais juste faire un petit rappel général. Alors d'abord, merci Pierre, merci Véronique d'associer ADN Tourisme. Comme tu le disais, Pierre, ADN, c'est tout récent. C'est une fédération, vous l'avez suivi, qui est née en fait le 11 mars, donc quelques jours avant le confinement.
Et au journal officiel, elle est née simplement le 6 juin dernier. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout récent. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir aussi de voir les bonjours d'un peu partout, venus du sud. Comme il ne fait pas beau à Paris aujourd'hui, c'est un peu le soleil aussi que vous nous envoyez. Donc, c'est quelque chose de très agréable. Alors, en ce qui concerne l'actu de la démarche qualité ou des démarches de progrès, bon, d'abord, vous savez que ces démarches de progrès, on y a toujours apporté un soin et une attention toute particulière. Alors, c'était vrai quand nous étions au Tourisme de France, mais c'est évidemment vrai avec ADN Tourisme. Et je tiens d'ailleurs à souligner le travail de Céline qui nous a rejoint, et c'est il y a à peu près un an maintenant, tout juste un an, et qui a pris la pleine mesure de cette mission, et je l'en félicite et je la remercie beaucoup. On n'est pas dans le même bureau là, on n'est pas loin, mais on n'est pas dans le même bureau, donc je ne peux pas lui dire en direct. Je profite de ce canal, et puis je voulais remercier aussi toute la commission qualité. Je sais que Véronique en fait partie, et je la remercie pour le travail et l'assiduité qu'elle a toujours pu mettre au service de cette commission et au service de la qualité. Alors, on est dans une démarche, comme je vous le disais, qui est une continuité pour nous au niveau d'ADN Tourisme, mais qui plus est, c'est une démarche qui est largement soutenue, largement portée aussi par l'État, par les services de l'État, par Jean-Baptiste Lemoyne. Et justement, la semaine dernière, il intervenait lors d'une ouverture d'une journée organisée par la Direction générale des entreprises, et il disait que l'accueil d'excellence, c'est un critère déterminant pour la destination France. Et je pense que quand on est dans la démarche que vous menez les uns les autres, quand on est dans les démarches qui sont appuyées aussi par ADN Tourisme, et on est complètement dans cette excellence attendue, souhaitée par nos visiteurs, et puis attendue, souhaitée aussi par les élus, mais bien évidemment aussi par les prestataires avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Alors, pour appuyer ces différentes déclarations et celles de notre secrétaire d'État, ministre en charge du tourisme, je vous renvoie aussi sur cette journée qui a été organisée par la DGE vendredi dernier et vendredi après-midi en particulier, qui avait pour thème l'accueil et la satisfaction des clientèles. Et au cours de cet après-midi, de ce webinaire consacré donc à ce thème-là, un certain nombre de chiffres ont été donnés qui sont issus de TravelSat, du cabinet TCI Research. Et ce sont des chiffres de 2019, mais ce sont des chiffres qui sont encore tout à fait d'actualité, qui ont été présentés à cette occasion. Donc, c'est sur le site de la DGE, vous pourrez le regarder. Mais dans cette étude qui était particulièrement complète, il y avait les retours d'une enquête qui a été faite par le cabinet auprès des porteurs de la marque Qualité Tourisme. Et sur près de 5000 porteurs de cette marque, il y en a 1544 qui ont répondu à cette enquête. Et qu'est-ce qui ressort de ces retours et de ces réponses ? C'est que 72% des répondants se déclarent, alors toutes filières confondues, se déclarent extrêmement satisfaits d'être porteurs de la marque Qualité Tourisme. Et plus de la moitié sont même très satisfaits. Donc, on a un taux et un taux positif qui est très, très fort. Et 73% sont prêts à la recommander, cette marque Qualité Tourisme. Et pour les offices de tourisme, alors là, le score est encore plus élevé, puisque vous êtes 87% à considérer que vous êtes extrêmement satisfait de la marque Qualité Tourisme, même si vous considérez, à contrario, que l'obtention de la marque Qualité Tourisme est un peu plus difficile, peut-être pour les offices de tourisme que pour d'autres filières. Et puis les autres enseignements que l'on pouvait tirer, mais je vous invite vraiment à regarder ce webinaire en replay. Les autres enseignements qu'on pouvait retirer de cela, c'est la qualité de l'information qui est délivrée par les offices du tourisme, et ça a été dit comme cela. Donc forcément, ça nous a fait plaisir au niveau d'ADN. La qualité de l'information prodiguée par les offices du tourisme qui atteint des scores très, très élevés par rapport à la moyenne européenne, puisque le comparatif était fait par rapport à la moyenne européenne. Pour deux raisons. D'abord, la densité du maillage des points d'information, et puis aussi et surtout la qualité de l'information qui font vraiment la différence. Et puis dans les domaines qui sont à travailler encore, eh bien, il y a la prise en compte de 21% de la clientèle qui est une clientèle qui est demandeuse de services plus. Alors pour différentes raisons, soit parce que c'est une clientèle qui est en situation de handicap, soit c'est une clientèle qui vient en famille, par exemple, avec des enfants en bas âge.
Et donc, cette part de population n'est pas toujours suffisamment prise en compte. C'est ce qui ressortait de cette enquête au niveau des clientèles et de la satisfaction des clientèles. La notion d'accueil et la relation humaine, qui sont toujours aussi mises en avant et importantes et considérées comme incontournables. Le nécessaire travail avec les habitants, je ne vous apprends rien. Vous vous êtes penché déjà pour un certain nombre d'entre vous sur ce sujet, mais dans le contexte dans lequel on est et dans le contexte dans lequel on vit actuellement, c'est tout particulièrement vrai et c'est particulièrement important. Pensez une offre nouvelle, évidemment, sur les territoires. Et à ce titre-là, je vous livre une information, c'est qu'ADN Tourisme vient de contractualiser, enfin ça va se faire dans les quelques jours qui viennent, vient de contractualiser avec entreprises et découvertes pour valoriser la part et le poids que peuvent représenter les offices du tourisme sur la mise en valeur des entreprises de leur territoire, entreprises artisanat, mais entreprises plus lourdes éventuellement, et la mise en place de visites et de découvertes sur le territoire. Il y a un objectif assez ambitieux et on pense à ADN, on a toujours pensé que les offices du tourisme pouvaient sur ce volet-là être véritablement acteurs et acteurs très puissants. Et puis, bien évidemment, déployer la marque qualité tourisme sur son territoire, parce qu'au-delà de l'office du tourisme, on peut être dans une véritable démarche de déploiement de la marque qualité tourisme. Alors, on va passer sur, justement, ça fait la transition avec la première slide. Ne vous inquiétez pas, moi, je n'en ai que deux. Ça va aller relativement vite et je devrais respecter le timing. Je vois Céline qui se dit, oh là là, ça y est, il est parti, on ne l'arrêtera pas. Non, je vais aller très vite, ne vous inquiétez pas. Simplement pour vous dire quelques points sur la marque qualité tourisme. Donc 2019, vous l'avez suivi, ça a été une année importante d'évolution de la marque qualité tourisme. On a mis en place un nouveau référentiel, nouvelle modalité d'audit, allongement du cycle de labellisation à 5 ans. Ça, c'était quelque chose qui avait été demandé par bon nombre d'entre vous. On l'a obtenu, on l'a fait. Et puis, une meilleure articulation avec les critères de classement, puisqu'on était aussi dans une démarche de revoir les classements des offices du tourisme. Eh bien, on a fait en sorte que ce soit travaillé de façon articulée et conjointe. Et puis 2020, mais c'est le contexte de crise, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a quand même en cette année 2020, et c'est important à souligner, un vrai engagement des offices du tourisme, avec quelques chiffres que vous avez là sous les yeux. 420 offices du tourisme qui sont marqués, 15% en Occitanie, donc vous êtes dans le trio de tête des régions comptant le plus d'offices du tourisme marqués. 68 audits complets qui ont été réalisés ou planifiés au national d'ici à la fin 2020. Pour information, on fait la comparaison avec 2019, mais évidemment, cette comparaison est difficile à faire compte tenu des circonstances. Vous étiez 136 à faire cette démarche en 2019. 45 nouvelles visites mystères au plan national d'ici la fin 2020, 25 offices de tourisme en adhésion, dont 5 en Occitanie. Voilà, donc ce sont des chiffres qui sont, malgré la situation que l'on connaît, qui sont plutôt positifs et favorables. Et donc, je vous en félicite pour ceux qui se sont engagés dans cette démarche-là. Et puis, par ailleurs, on a un premier bilan positif des visites mystères avec les cabinets qui ont été interrogés, qui soulignent le professionnalisme des OT, la réactivité dans les actions correctives et même par rapport à d'autres filières, vous allez au-delà. C'est-à-dire qu'un certain nombre de filières, quand elles obtiennent 85%, par exemple, se disent très bien, j'ai obtenu 85% et je m'en tiens à ça. Mais vous, et c'est tout à votre honneur, vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous faites en sorte d'améliorer les points qui vous permettraient de passer à un score et à un niveau qui soit supérieur. Et puis, le bon respect des règles sanitaires, des critères sanitaires du référentiel, ça, c'est un élément important. On vous a accompagné sur cette démarche-là. On a défendu, on aurait souhaité qu'il y ait un logo national et on n'a pas désarmé d'ailleurs, puisqu'on continue toujours à défendre cette position d'un logo national. À défaut, vous avez vu que l'on a fait, on a sorti partenaire de confiance, qui est quelque chose qui peut être durable au-delà d'ailleurs de la période de crise sanitaire que nous connaissons. Mais voilà, on a essayé d'être le plus possible à vos côtés. C'était notre mission. J'espère que vous l'avez ressenti comme tel. Et on continue bien évidemment à l'être, puisque malheureusement, nous ne sommes pas sortis de cette période difficile. Et puis le dernier point, ce sont les points forts de la visite mystère selon les offices du tourisme. On ne savait pas comment… Christophe, s'il te plaît. Oui. Je ne t'entends pas, Véronique. Ton micro est coupé.
Christophe, tu m'entends? Oui, ça y est, voilà. Là c'est bon. Donc, une question avant que tu ne changes de sujet, parce que je sais que tu parles énormément. Donc, oui, simplement, que signifie OT en adhésion? Alors, que je réponde? Oui. Je vais prendre, on va faire ça à deux fois. Adhésion, ça signifie simplement qu'il s'agit d'offices qui n'avaient pas encore, qui certes, voilà, il a fallu une certaine maturité dans les réflexions, les échanges pour pouvoir réaliser des audits. Donc, les offices en adhésion sont les audits qui candidatent pour la première fois à la marque ou des offices qui, suite à fusion, par exemple, entre différents offices, ont été amenés à avoir un certain temps d'interruption dans le cadre de la marque et qui repartent sur un nouveau cycle, donc à l'issue d'une suspension. Donc, c'est ça en fait. Adhésion sont finalement soit ceux qui repartent, soit ceux qui initient la démarche par opposition, entre guillemets, à ceux qui sont en renouvellement et qui étaient déjà marqués. En reconduction, oui. C'est bon, Véronique? Et le dernier point, donc, ce sont les points forts de la visite mystère selon les offices du tourisme. Donc, une complémentarité qui est soulignée entre l'audit complet et puis les visites mystères. Et puis, ce qui est apprécié, ce sont les débriefings qui sont faits avec les auditeurs. Et la visite mystère aussi permet, et ce n'est pas négligeable, d'adapter les plans de formation aussi au niveau des structures. Voilà pour l'actu qualité tourisme. Céline vous en donnera beaucoup plus tout à l'heure dans la démarche très pratico-pratique qu'elle maîtrise parfaitement. Et on va passer sur le deuxième volet qui est le classement des offices du tourisme. Donc, on en a touché un mot tout à l'heure en disant qu'il avait été revu aussi en 2019, qu'il a été adapté. Céline, la deuxième slide, merci beaucoup. Merci à toi pour la technique. Le focus donc sur la progression du classement des offices du tourisme. Il se trouve que dans la période dans laquelle nous étions et dans laquelle nous sommes toujours, un certain nombre de filières avaient obtenu la prorogation de leur classement. Et il nous paraissait important que cette disposition puisse être appliquée aussi pour les offices du tourisme. Donc, nous avons fait la démarche en ce sens et on a obtenu effectivement qu'il y ait prorogation des classements des offices du tourisme. Et vous avez donc l'élément qui est important à retenir, c'est que dans le cadre du décret 2020-1070 du 18 août 2020, donc c'est quelque chose de récent, les classements des offices du tourisme qui devaient cesser leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 31 avril 2021 sont donc prorogés. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de prendre un peu plus de temps et de vous trouver dans une situation qui sera beaucoup plus confortable et donc de pouvoir déposer vos dossiers avant le 1er mars 2021. Pourquoi le 1er mars? Alors qu'on parle tout à l'heure, on parlait du 1er mai 2021. C'est tout simplement le temps nécessaire pour les préfectures pour pouvoir instruire ces différents dossiers et c'est pour cette raison qu'il y a ce délai. La constitution et l'examen des dossiers donc, portent sur les conditions d'organisation et de fonctionnement normales, c'est-à-dire que l'on ne prend pas en compte, bien évidemment, des nouvelles stratégies qui ont pu être mises en place. Et donc, on considère les choses telles qu'elles pouvaient être en dehors d'une crise sanitaire, avec les nouvelles dispositions que vous connaissez, les fermetures de BIT, les modifications d'horaires, les restrictions de personnel. Donc, ce ne sont pas des éléments qui sont pris en compte. La constitution, l'examen du dossier doit être fait sur une situation qui est une situation antérieure ou qui sera, j'espère, très rapidement postérieure à cette fameuse crise sanitaire. Voilà pour le focus sur le classement des offices du tourisme. Donc, je le rappelle pour mémoire, nous n'étions pas favorables au fait qu'il n'y ait que 2 catégories. Nous l'avons écrit auprès de la DGE. Céline a suivi ces débats, je dirais, a posteriori, puisqu'elle est arrivée, les choses étaient déjà en place. Mais je tiens à le rappeler, nous souhaitions qu'il y ait une période transitoire au cours de laquelle on aurait souhaité que les offices du tourisme qui étaient en catégorie 3 puissent avoir la possibilité de se maintenir en catégorie 3 avant d'aller vers une catégorie 2, puisque l'objectif, c'est effectivement une professionnalisation de nos structures et donc d'aller vers les critères qui ont été revus complètement en catégorie 1 et en catégorie 2. Mais malheureusement, il y a des moments où l'on arrive à obtenir les choses comme on l'attend et comme on le souhaite. Et puis, il y a d'autres moments où on n'a pas cette chance-là. Et là, en ce qui concerne la démarche avec la DGE, on n'a pas pu obtenir
cette possibilité-là. Donc, ça veut dire que vous avez, vous le savez, 2 catégories, la catégorie 1, la catégorie 2, et que les autres offices du tourisme peuvent être intitulés offices du tourisme, simplement, ils ne répondent pas aux catégories qui ont été définies avec la Direction générale des entreprises et en lien avec les services de l'État. Juste pour information et pour être complètement transparent avec vous, cette démarche s'est faite dans un contexte qui était très particulier l'année dernière, puisque la volonté de l'État était au départ d'annuler purement et simplement les classements des offices du tourisme. Et là aussi, la fédération est montée au créneau en demandant à ce que ces classements, catégorie 1, catégorie 2, soient maintenus pour tout un ensemble de raisons que vous supposez ou que vous connaissez, de telle façon que tout cela puisse perdurer. Ça nous paraissait être un élément essentiel. Voilà, c'est un peu, à travers ces quelques propos, c'est un peu l'action de la fédération que je viens de vous livrer. Et cette action-là, elle est au quotidien, c'est-à-dire que vous avez une équipe, elle est à votre écoute, vous pouvez la solliciter, vous pouvez la solliciter par le biais des relais territoriaux, bien évidemment, mais vous pouvez la solliciter aussi en direct et nous sommes là pour essayer d'apporter toutes les réponses et toutes les solutions aux problématiques que vous pourriez rencontrer. Voilà, je ne serai pas plus long, je l'ai été, je crois, déjà un peu, mais je voulais aussi, au-delà de vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué dans des conditions qui sont loin d'être simples, et on le sait bien, je voulais vous remercier pour votre implication sur ces démarches-là, qui sont essentielles, vous avez pu le saisir. Et puis, je voulais vous apporter aussi tout le soutien de la Fédération d'ADN Tourisme dans votre quotidien, tout le soutien de notre président, de l'ensemble des membres du conseil d'administration, tout le soutien des commissions qui travaillent à vos côtés et qui travaillent pour essayer de faire avancer toujours plus notre réseau. Un grand, grand merci à vous. Et puis, je vous souhaite, je ne pourrai pas rester malheureusement, je vais devoir vous quitter, mais je vous souhaite une très, très belle matinée de travail. Et encore merci à Pierre et à Véronique. Avant que tu ne partes… Je ne pars pas tout de suite, t'inquiète pas. J'ai encore 5 minutes. Alors, dans ce nouveau classement de 2 à 1, cela ferme complètement la progression visible, car obtenir la première catégorie, certains et sûrement beaucoup dotés ne l'auront pas. Qu'en pensez-vous? Une alternative? Point d'interrogation. C'est une question de Mireille Brémond. Alors, obtenir la catégorie… C'est une question de Mireille Brémond. D'accord. Bon, Mireille, merci pour la question. La catégorie 1 est la catégorie qui est la catégorie la plus aboutie. C'est ce qui correspondait donc dans notre système d'étoiles au nombre d'étoiles le plus important. Vous avez vu d'ailleurs que dans les catégories, on a revu un certain nombre d'éléments qui étaient des éléments des éléments contraignants. Je pense entre autres au nombre de jours d'ouverture, au nombre d'heures d'ouverture. Ces éléments-là ont été simplifiés, en tout cas diminués. Alors, je sais qu'il y a des attentes pour que ces heures, ces jours soient encore diminués, mais il fallait qu'on avance par stades successifs. Donc, dans quelques années, quand il sera question de revoir les classements, bien évidemment, on prendra, comme on l'a fait là, on prendra en compte les différentes considérations que vous pourriez nous faire remonter. Donc, cette catégorie 1 a été réadaptée en fonction de la réalité de terrain. Peut-être pas complètement et pas suffisamment. Mais il fallait qu'on maintienne un niveau qui soit un niveau de service qui soit reconnu comme étant un niveau de service suffisamment important. On ne pouvait pas la faire baisser de façon significative. La catégorie 2 est une catégorie qui, grosso modo, ressemble assez, de façon très proche à ce qui pouvait exister précédemment. Et la catégorie 3, effectivement, qui était pour moi, mais je le redis, qui était essentielle et que je souhaitais pouvoir maintenir sur les 5 ans à venir, cette catégorie 3, malheureusement, a disparu. Et c'est vrai que c'est une marche, c'était une première marche. Et nous, on considérait que c'était un encouragement à aller vers la catégorie 2 par la suite et vers la catégorie 1. Bon, voilà, on n'a pas pu le faire passer puisque l'État avait des règles qui étaient de simplification. Vous savez qu'on est dans les… Alors, parfois, on peut, comment dirais-je, s'interroger, mais l'État est bien dans une démarche affichée, en tout cas, de simplification. Et donc, pour des raisons de simplification, il lui était impossible d'imaginer qu'il y ait le maintien des
catégorie. Voilà, donc je comprends le désappointement de certaines personnes qui étaient en catégorie 3 et qui ont du mal à passer en catégorie 2. Le fait de ne pas être en catégorie est déjà, vous êtes déjà dans une démarche et vous existez en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas rattaché à une catégorie que vous n'existez plus, bien au contraire, et tout particulièrement pour nous. Mais en tout cas, la démarche de l'État était de dire qu'il faut qu'il y ait une montée en puissance des structures, et cette montée en puissance ne peut être validée qu'à partir du moment où on maintient 2 catégories. Voilà, je n'ai pas complètement, je pense, répondu à la demande de Mireille, mais bon, je suis prêt à en parler plus longuement. On ne pourra pas revenir en arrière sur la catégorie 3, ça nécessiterait que ça repasse par les fourches codines de la réglementation et de la loi, et donc ça serait très compliqué. Par contre, on aura la possibilité de retravailler dans 2 ans à peu près, on commencera à y travailler dans 2 ans, 3 ans au maximum, on aura la possibilité de retravailler les différents critères des 2 catégories qui existent pour les offices de tourisme. Une fois de plus, rappelez-vous qu'on aurait pu tout perdre, on aurait pu perdre toutes les catégories, puisqu'à un moment donné, dans cette loi de simplification, l'État était dans une démarche très, très jusqu'au boutiste, on va dire, avec la disparition pure et simple des classifications, ce qui aurait posé d'autres problèmes par ailleurs. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous, et puis je vous souhaite de nouveau une très très belle matinée, et encore merci de nous avoir associés, et puis haut les cœurs dans cette période qui est plus que difficile et inédite. Merci Christophe, à très vite. Merci beaucoup, merci à tous. Céline, on continue parce qu'en fait on n'a pas fini nous. Écoutez, naturellement, je m'associe comme Christophe à ces remerciements pour vous remercier de nous avoir conviés. Moi, plus particulièrement. Certains le savent, je suis originaire du Sud-Ouest, donc c'est vrai que c'est toujours un vrai plaisir pour moi, ne serait-ce que virtuellement, de pouvoir me projeter et d'être plus proche de vous. Alors, j'ai vu malgré tout qu'il y avait quelques nordistes qui s'étaient glissés dans l'auditoire, mais naturellement, je pense que tout le monde tous et toutes, vous êtes les bienvenus ce matin. Ce que je pouvais aussi rajouter naturellement, merci à Pierre et à Véronique bien sûr, mais je rejoins aussi Christophe sur toutes les félicitations à vous adresser les uns les autres, Office de tourisme en premier lieu. Alors pour certains, j'ai vu dans les noms qu'on avait parfois échangé par téléphone, par mail, donc c'est vrai que c'est l'occasion aujourd'hui de maintenir ces échanges, et donc saluer tout le travail qui a été fait sur les mois derniers dans des conditions qu'on sait qui ne sont pas faciles, toute l'inventivité, la créativité dont vous avez fait preuve, et puis aussi naturellement pour beaucoup en Occitanie, d'avoir eu effectivement la volonté de maintenir cette démarche, de réaliser des audits, et ça je pense que c'était effectivement parfois assez courageux en tous les cas. Saluer aussi, mais j'ai déjà eu l'occasion de leur dire, mais je pense que ça vaut toujours la peine d'être rappelé, tout le travail qui est fait par nos animatrices au sein des différents relais territoriaux. Donc, je sais qu'avec elles, on s'est réunis il y a quelques jours de ça pour faire un premier bilan ensemble. Mais voilà, je pense que tout ça, tous ces bons résultats aussi, c'est le fruit de ce travail conjugué entre office et relais. Et, ça vaut toujours la peine, je pense, d'être rappelé. C'était un premier élément. Donc, moi, aujourd'hui, effectivement, la mission qui est la mienne, alors de ce point de vue-là, je ne sais pas si je dois véritablement remercier Véronique et Pierre, mais c'est peut-être d'aborder des aspects plus techniques, alors qui ne sont pas forcément les plus fun et les plus rigolos, on va dire. Je vais essayer, donc, comme le traduisait un peu la première question, de ne pas être dans un jargon trop technique. Et voilà, s'il y avait des incompréhensions à lever, ce que je vous propose, c'est pour chacun des 4 points que je vais aborder, peut-être de concentrer les questions entre chaque point, voilà, pour être le plus clair et répondre à l'ensemble de vos interrogations. Donc, je vais aborder directement. Donc, le premier point, effectivement, sur lequel je me proposais d'intervenir aujourd'hui, portait sur les fameux critères complémentaires dits de réassurance sanitaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, assez rapidement, dès le confinement, la DGE a manifesté le souhait que pour l'ensemble des filières touristiques, il doit y en avoir, je crois, aujourd'hui 17 ou 18, avec les plus récents, donc les caveaux sur lesquels la DGE est très impliquée, les VTC, mais voilà, globalement, toutes les filières touristiques, la DGE a souhaité que de façon complémentaire, des critères complémentaires puissent être ajoutés dans chaque référentiel, avec un tronc commun d'engagement et parfois, pour certaines filières,
des critères spécifiques à une filière. L'idée, en fait, était véritablement qu'au travers des audits, les auditeurs, que ce soit sur les visites mystères ou sur les audits complets, puissent également apprécier au sein de chaque structure qui ferait la démarche d'être auditée, voilà, de voir comment étaient définis et mis en place les protocoles au sein de chaque office de tourisme. Donc, pour ce faire, l'idée, c'était, avec ces critères, que ça soit vraiment une articulation harmonieuse et voilà, complémentaire, j'insiste sur ce thème, notamment avec le guide qui vous avait été proposé, qui était un guide sur effectivement la réouverture et la reprise d'activité des structures du réseau, dans laquelle on s'était efforcé. C'était un travail collaboratif qui avait été mené, donc Pierre le soulignait en introduction, c'est vrai que durant le confinement, on a été amené à travailler beaucoup à distance. Et là, du coup, au travers de ce guide sur la réouverture et la reprise d'activité, on avait voulu mettre en avant des bonnes pratiques, des suggestions voilà, qui allaient permettre de favoriser une reprise et une réouverture pour le mois de mai de façon la plus, voilà, tout en respectant les critères sanitaires, mais en maintenant également une qualité d'accueil optimale. Voilà, donc c'était effectivement des critères qui venaient s'ajouter, compléter ces protocoles filières. Donc, rappelez également rapidement que ces critères sanitaires dont vous avez pris connaissance, définitivement validés à partir de juillet, sont des critères qui étaient essentiellement centrés sur l'expérience et le parcours client, c'est-à-dire que ça ne tenait pas compte des aspects hygiène, sécurité, par exemple, ou de la partie plus organisation du travail, par exemple. Ça, c'était vraiment le fruit des protocoles que vous avez mis en place les uns et les autres de façon personnalisée. Autre point important à rappeler s'agissant de ces critères, c'est que le choix qui a été fait a été de dire que ces critères allaient être sans impact sur la note finale, en fait. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la pondération que vous connaissez, c'est-à-dire le taux de conformité à atteindre, qui est issu donc de points attribués à chaque critère avec des coefficients, ces critères sanitaires ne comportent pas de points de notation à proprement parler. Pour autant, et j'y reviendrai dans le slide suivant, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Et à l'issue d'un audit, vous êtes naturellement invité à apporter des actions correctives sur ces critères-là. C'est un point de vigilance particulier pour la DGE qui, aujourd'hui, examine et prend les décisions de labellisation. Voilà. Donc, je dis également critères audités dans le cadre du ministère et audit complet. Ce qu'il faut aussi que je souligne par rapport à ça, c'est, et ça, je les en remercie, c'est que l'ensemble des auditeurs agréés et cabinets du ministère agréés également ont aussi accepté de jouer le jeu et ont intégré ces critères sanitaires sans finalement modifier les offres d'origine ou les prestations telles qu'ils vous étaient proposées. Donc ça, c'était un point important aussi. L'idée, naturellement, comme on souhaite tous, c'est que ces critères soient temporaires et dès lors voilà, que la situation, on peut l'espérer, dans quelques mois évoluera plus favorablement, ces critères voilà, n'auront pas nécessairement vocation à perdurer, bien sûr. Alors, l'idée, c'était au départ, je ne vous cache pas qu'au niveau de la fédération, on n'était pas forcément très enclin à introduire autant de critères. C'est vrai qu'il nous aurait apparu plus cohérent vis-à-vis des démarches initiées au sein des offices de tourisme, de plus travailler sur l'organisation pour répondre à des risques de façon générale, quels qu'ils soient, si je puis dire, risques sanitaires et d'autres risques, plutôt raisonner organisation. Là, le choix a vraiment été quand même de travailler sur des engagements très ciblés, engagements de service, expérience et parcours client. Voilà. Et au final, dans le bilan qui est fait, donc là, j'ai repris brièvement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, donc retenez qu'il y a une quarantaine de critères que vous pouvez consulter sur le portail de la marque Qualité Tourisme. Mais voilà, c'est ces critères dits en quelques mots. Tout ça pour vous dire aussi que globalement, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que ces critères sont bien appliqués dans l'ensemble. Je pense que c'est un point sur lequel Audrey Assemat reviendra dans sa deuxième partie largement. Donc, ce qui a été soulevé par les auditeurs, c'est effectivement des protocoles complets, personnalisés, mise à jour des documents uniques d'évaluation des risques, des équipes qui ont été briefées. Ça, c'était aussi important que chacun puisse s'approprier voilà, ces nouvelles contraintes et la façon de les mettre en place. Après, la situation n'est pas nécessairement parfaite parce qu'on voit toujours, effectivement, parfois dans ce certain nombre d'audits, que ce n'est pas non plus 100% systématiquement sur ces critères-là. Il peut y avoir des choses à affiner. Et là, vous êtes bien sûr invité à apporter des actions correctives voilà, qui seront appréciées lors de l'examen du rapport et pour l'attribution, le renouvellement de votre labellisation. Aujourd'hui, donc, il vous est possible de vous auto-évaluer sur la base de ces nouveaux critères. Donc, plusieurs outils qui vous sont proposés. Il y a un auto-évaluateur anonyme de la DGE qui a été mis à disposition
L'idée, en fait, avec cet auto-évaluateur anonyme, c'était de faire que finalement, de façon plus large, tout professionnel du tourisme, selon sa filière, qu'il soit marqué ou pas, trouve au travers de cet outil une façon de s'auto-évaluer et voilà, de se mettre à niveau par rapport aux exigences en matière sanitaire. Voilà. C'est un outil qui est effectivement ensuite adapté pour chacune des filières. Vous pouvez aussi naturellement faire une auto-évaluation sur le portail Qualité Tourisme, vu que depuis juillet, les nouveaux critères ont été introduits. Donc, dès lors que vous allez faire votre auto-évaluation, vous pouvez choisir ce chapitre et l'auditer en tant que tel. Je reviendrai ensuite dans un point de mon intervention sur l'auto-évaluation et les outils qu'on propose de façon plus générale là-dessus. Et puis, on a aussi fait le travail, c'était un peu complémentaire de ces outils-là, mais pour bien montrer que finalement, les critères sanitaires étaient intégrés dans le temps d'audit et que ce n'était pas nécessairement un temps supplémentaire qui nécessitait de prendre 30 minutes ou 1 heure à l'issue de l'audit en plus. Voilà, un support Excel qui a été mis à disposition des relais territoriaux, qui je pense vous les ont ensuite reroutés, mais un support qui permettait effectivement de mesurer les différents critères et de pouvoir éventuellement s'auto-évaluer, de faire un plan d'action en conséquence. Voilà sur ces différents points. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? J'ai vu qu'il y a des questions. Véronique, je te laisse peut-être me les transmettre. Alors, oui, Céline, ça y est, les questions sont activées. Donc, nouvelle question de Mireille Brémond. Quel protocole sanitaire prévoit ceux d'ADN autres comme l'UMIH a-t-il de l'importance, tous s'inspirant des règles gouvernementales? Alors, je répète, quel protocole sanitaire prévaut? Ceux d'ADN ou ceux de l'UMIH? Alors, je ne sais pas si je comprends, enfin, je vais être sûre de bien comprendre la question, et puis si jamais je ne la saisissais pas, j'inviterai la personne soit à me contacter, soit à repréciser, mais les protocoles, en fait, le choix qui a été fait durant le confinement a été alors, il y a effectivement des règles qui ont été imposées au niveau national, on l'a bien vu avec un certain nombre de protocoles liés au confinement notamment, mais l'idée pour les filières touristiques a été de confier à chaque fédération professionnelle représentative de chaque filière, donc ADN, UMIH, la FNHPA pour l'hôtellerie de plein air, un certain pour les sites de visite également. Chacun a défini ses propres protocoles dans le cadre d'une démarche plus personnalisée. Ensuite, à chacun, effectivement, de diffuser ces protocoles et d'entendre qu'ils soient respectés. Voilà. L'idée, c'était ensuite, effectivement, que ça soit complémentaire avec les règles gouvernementales, ce qui nous a amené à revoir et avoir plusieurs versions du guide de bonnes pratiques qu'on a proposé, de façon à être cohérent avec à la fois ce que nous suggérions en termes de bonnes pratiques, qui était le reflet de ce qu'il fallait faire et adapter dans le réseau, parce qu'on l'a bien vu aussi, un des principaux soucis et objectifs qui ont été les nôtres quand on a rédigé le projet de guide pour la réouverture, c'était certes, il y avait des incontournables à mettre en œuvre, mais il y avait aussi, avec des aspects réglementaires notamment, mais il y avait aussi toute la latitude que pouvait avoir l'Office dans des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour maintenir le lien avec les socioprofessionnels, pour adapter toute l'offre d'accueil, la stratégie d'accueil, à chacun d'apprécier s'il fallait maintenir ou pas les velléités, s'il fallait revoir les horaires d'ouverture, libre à chacun d'apprécier en fonction des nouveaux outils, toute la dématérialisation, tout l'aspect chat en ligne, Facebook, enfin voilà, et de ce point de vue-là, il y a eu d'autres webinaires qui ont confirmé l'inventivité, la créativité. Donc l'idée, c'était il y a des bonnes pratiques au travers des guides, mais il y a aussi naturellement des protocoles et des exigences réglementaires à respecter. Voilà. J'espère répondre globalement propre à chaque filière. Par rapport à la deuxième question. Merci Céline. Nouvelle question d'Émilie Bassier, donc, qui concerne les critères sanitaires. On est bien d'accord, il n'y a aucun coefficient pour les critères sanitaires, d'accord? Et ça ne vient pas impacter la note finale dans le visiteur mystère. Par contre, il faut bien évidemment les respecter au maximum. Il y a un pourcentage, c'est-à-dire que vous allez voir que vous fassiez une auto-évaluation, qu'une animatrice fasse un pré-audit ou un auditeur ou un cabinet fasse un audit ou une visite mystère. À l'issue, vous aurez le pourcentage de conformité par rapport aux critères sanitaires. Famille par famille. Dans les critères sanitaires, il y a des familles aussi, il y a des chapitres.
Donc, vous aurez un pourcentage de conformité. Pour autant, il n'y a pas nécessairement de coefficient entre les critères de pondération, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le pourcentage ne va pas impacter le pourcentage final, c'est-à-dire le pourcentage qui est calculé à l'issue de l'audit, c'est un pourcentage calculé sur l'ensemble des autres chapitres, mais sur lequel le pourcentage spécifique sur les critères sanitaires n'interfère pas. Mais pour autant, là où je rejoins Véronique, c'est qu'il faut quand même les respecter, vu que ce sera un élément qui sera apprécié ensuite à l'issue du rapport. Et je pense que les auditeurs, quand ils font également leur débriefing, et ça je laisserai le soin naturellement à Audrey Assema de le préciser, sont très vigilants sur ces aspects-là et ça fait aussi l'objet de recommandations voilà, et ensuite d'actions correctives de la part de chacun sur son propre territoire, son propre site. Voilà. Alors, je propose s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point-là. Alors, là aussi, c'est peut-être pas la partie la plus, comment la qualifier, mais sujet qui suscite encore beaucoup d'interrogations, je le sais parfois, c'est un fameux calendrier, alors dit de transition. Pourquoi j'ai choisi de le baptiser comme ça? C'est vrai qu'effectivement, c'était, donc Christophe le disait, je crois, tout à l'heure, 2019, ça a été une année de grandes, enfin, c'était à la fois des changements dans la continuité, je pense, des choses qui étaient attendues et nécessaires, mais c'est vrai que pas mal d'évolutions, que ce soit au niveau du référentiel, que ce soit au niveau de la méthodologie d'audit, c'est-à-dire que désormais, les offices de tourisme, vous êtes la seule filière, à la différence des autres filières qui, eux, connaissent des visites mystères. Le choix pour les offices a été d'introduire une part d'audit en visite mystère sur l'office principal et les bureaux secondaires avec un échantillonnage et de maintenir, tel que vous le connaissiez depuis plus d'une dizaine d'années, je crois maintenant, l'audit complet tel que vous le connaissiez précédemment, où cet audit complet, lui, va porter sur des critères non seulement portant sur l'accueil, mais plus en termes d'organisation, de stratégie, de pilotage, avec un pool d'auditeurs agréés que vous connaissiez. Donc voilà, donc l'articulation entre audit complet et visite mystère. Parallèlement à ça, c'est-à-dire que désormais, il y a deux méthodes d'audit, si je puis dire, qui sont employées. C'est venu aussi se télescoper avec un autre élément, et Christophe le disait, c'était, je pense, une attente forte du réseau, le fait que le cycle de labellisation passe de 3 ans à 5 ans. Donc voilà, pour passer à ce cycle de 5 ans, il a fallu aussi trouver, de façon technique, si je puis dire, des modalités et faire que selon la date du dernier audit, cette transition sur un cycle de 5 ans puisse se faire de la façon la plus fluide possible. C'est pour ça que ce tableau donc, avait été proposé au départ courant 2019. J'ai indiqué en rouge que ce qui fait foi pour déterminer la fréquence et les audits à réaliser pour chacun, les uns et les autres, ce qui fait foi, c'est bien la date du dernier audit OTF. Ce n'est pas la date de labellisation. Je prends un exemple concret. Un office qui a été audité en 2017, même s'il a été renouvelé en 2018 parce qu'il a été audité fin 2017, qu'il a fallu un petit peu de temps pour traiter quelques actions correctives et que la décision soit prise, c'est bien la date 2017 du dernier audit qui va faire foi pour définir les audits à réaliser et pas la date de renouvellement d'attribution de labellisation. Je me permets d'insister sur ce point. Donc là, vous trouvez sur ce tableau qui a été de toute façon depuis mis à jour avec des points en vert pour préciser notamment les ajustements et la souplesse dont la DGE, à notre demande notamment, a fait preuve pour tenir compte du contexte sanitaire et offrir une possibilité de reporter les audits. Donc, vous trouvez là ce tableau de synthèse. Si je prends l'exemple des offices audités en 2018, qui, initialement, pour bénéficier d'une extension de cycle de labellisation de 2021 à 2023, devaient en principe faire une visite mystère d'ici à fin décembre 2020, peuvent, s'ils le souhaitent, faire cette visite mystère jusqu'à 2021, donc en tenant compte des périodes d'ouverture des BIT secondaires, le cas échéant, de la saisonnalité. Et voilà comment c'est organisé. Pareil, 2017, ceux qui devaient faire un audit complet en 2020, donc au renouvellement des 3 ans, et ensuite repartir sur un cycle de 5 ans, ont aussi la possibilité de reporter les audits en 2021. Là, ce n'est pas nécessairement sur toute l'année 2021, c'est date à date par rapport à l'échéance de labellisation ou la réalisation de l'audit. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait été audité, par exemple, en mars 2017, renouvelé en mars-avril 2017, fera son audit en mars-avril 2020, de façon à ce qu'ensuite, il n'y ait pas de vacances et qu'il reparte sur un cycle de labellisation de 5 ans, à articuler avec la visite mystère. Voilà. Donc ça, je pense que désormais, vos
vos animatrices au sein des relais sont plutôt familiarisées avec cette gymnastique, même si des fois, voilà, il y a encore des questions. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y avait des cas particuliers ou des choses à considérer. Je voulais aussi Céline, ce matin… Oui, Céline, bien évidemment, sujet… Dis-moi, je t'entends plus. C'est bon là? Je n'ai pas une très bonne connexion. Bon. Une question d'Hélène Nazar. J'ai été marquée en novembre 2017. Nous allons repasser la marque en mars 2021. Faut-il vous informer de ce report ou c'est le… Alors, j'ai malheureusement pas eu la fin de la question de Véronique, mais je l'ai à l'écran, donc je vais pouvoir y répondre pour pas perdre de temps. Donc, le mieux, effectivement, est d'en informer les relais qui, eux, me rerouteront l'information. Effectivement, l'idée aussi, pour que moi, je puisse centraliser un petit peu toutes les informations sur les intentions de report ou pas, c'était aussi de pouvoir adapter et informer les auditeurs complets ou les cabinets ministères du plan de charge et avoir un peu un prévisionnel de ce qui est fait à court ou à moyen terme. C'était aussi ça, c'était pour nous, pour pouvoir répondre. S'il y avait, donc là, effectivement, il y a quand même eu un certain nombre de demandes et de reports d'audit auxquels nationalement on a accédé parce que c'était la règle qui avait été définie et on y souscrit tout à fait, on comprend tout à fait ces demandes de report. Par contre, l'idée, c'était aussi pouvoir éventuellement, nous, s'il y avait eu beaucoup plus de reports, de pouvoir redimensionner, s'assurer que l'année prochaine, tous les cabinets d'audit visite mystère et audit complet pourront répondre à une demande qui sera la demande des offices de tourisme, qui sera aussi une demande de report d'autres filières touristiques. Voilà. Céline, une question par rapport à un OT AFNOR. Donc, est-ce qu'un OT AFNOR, donc il s'agit de l'OT d'Albi, c'est une question de Françoise Lepin. Est-ce qu'un OT certifié AFNOR qui a eu un audit en juin 2020 et qui souhaite abandonner la certification pour adhérer à la marque se réfère à ce tableau que tu viens de présenter? En fait, donc un office qu'il soit AFNOR ou pas, qui a renouvelé en 2020, qui va voir sa marque renouvelée en 2020, va repartir donc sur 5 ans. Sur le cycle de 5 ans, il devra faire un audit complet à échéance des 5 ans, si je me projette dans l'avenir. Donc, le prochain audit complet, ce sera 2025. Et lui, il faudra qu'il se réfère. Donc, si je reviens sur mon tableau, donc je vais quitter vos questions un instant que j'avais à l'écran, mais il sera normalement ce sera un office de 2010, qui a fait son audit complet en 2020. Lui devra faire sa visite mystère au plus tard fin 2022, en fait. Voilà. Et ensuite, repartir sur un audit complet, soit 2025, soit 2026, selon qu'il aura fait son audit complet en 2020 ou en 2021. Voilà. Mais alors, c'est vrai que je n'ai pas dédié, parce que je sais que j'ai des échanges avec les offices anciennement ou en cours de certification NF Service qui bénéficiaient d'une équivalence. C'est vrai que comme vous êtes assez peu nombreux, je n'ai pas voulu surcharger et présenter un slide spécifique sur ce dossier, mais je suis bien sûr à votre disposition sur les cas particuliers. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que désormais, dans le cadre des évolutions de la marque, à l'issue d'un rapport, vos rapports sont inscrits en commission et le relais territorial, l'animatrice, est invitée à préciser à la DGE quelles sont les modalités du suivi intermédiaire qui va être proposé sur les 5 ans. Donc, pas nécessairement sur tout le détail de l'animation de qualité, bien sûr, mais vous rappelez les prochaines échéances en termes d'audit complet et d'audit mystère. C'est-à-dire que vous ayez une idée du planning prévisionnel. Donc ça, ce sont des éléments, de toute façon, qui vous seront rappelés dans la décision de labellisation, étape par étape, de façon à ce que vous, sur les 5 ans à venir, vous ayez une bonne visibilité. Voilà. Mais effectivement, ceux qui ont été audités en 2020, audit complet en 2025, avec, selon la possibilité d'intercaler une visite mystère. Voilà. Alors. Allez, encore une question sur ces problèmes de date, mais après, donc, je répondrai individuellement ou j'inviterai les personnes à te contacter. Donc, bonjour, audit, c'est une question de Nathalie Pujol. Audit passé en janvier 2020. Notre profil DGE précise que nous avons la marque jusqu'en 2023.
Est-ce à cause du fait que nous n'avons pas encore passé l'audit mystère? Merci. Alors, je ne connais pas Nathalie, j'en suis désolée, on sera peut-être amené à se rencontrer. Donc, si l'audit... Alors, pourquoi parfois sur certaines de vos fiches, il y a une partie, quand vous arrivez sur la première page, sur la fiche établissement, vous allez voir à gauche de l'écran, à droite, pardon, de l'écran, une partie commentaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce portail n'était quasiment pas utilisé jusqu'à fin d'année dernière. C'est-à-dire que jusque-là, traditionnellement, dès lors que vous aviez sélectionné un auditeur pour faire l'audit complet, à l'issue, donc cet auditeur transmettait son rapport à OTF. OTF prenait la décision de labellisation et il y avait un principe d'équivalence. On ne travaillait pas sur ce portail-là, ni pour les saisies des rapports, ni pour les décisions. C'était aussi une nouveauté importante. Et pour préparer cette transition aussi et une meilleure utilisation du portail, l'été dernier, donc courant 2019, durant l'été, une stagiaire au sein anciennement Office de tourisme de France avait travaillé à créer des fiches pour les offices qui ne disposaient pas de fiches et avait aussi mis une partie commentaire pour avoir un historique et une traçabilité. Donc peut-être que sur certaines fiches, bien que votre dossier il ait continué à avancer parce que des audits ont été créés, par exemple, il n'y a pas forcément eu de mise à jour de cette partie-là spécifiquement. Voilà. Mais a priori, un audit. Alors après, je ne connais pas le cas. Est-ce qu'il s'agissait d'une adhésion? Est-ce qu'il s'agissait d'un renouvellement? Ça, c'est à voir. Mais normalement, désormais, l'objectif, c'est que chacun, sous réserve qu'il respecte le calendrier de transition, puisse effectivement bénéficier d'une extension à 5 ans à terme. Ça, je ne préfère pas rentrer dans des cas particuliers. Et voilà, juste vous expliquer que sur la partie commentaires, il peut y avoir certains commentaires qui ont été rédigés l'année dernière et qui n'ont pas été en tant que tel mis à jour. Voilà. C'est bon, Céline? Après, donc, j'inviterai bien évidemment les participants à soit nous contacter, soit voir directement avec toi sur ces questions de tableau et d'échéance. Alors, donc là, on a évoqué un petit peu le calendrier de transition. Je voulais aussi vous représenter quand même les grands principes. Désormais, quand on sera sur un rythme de croisière, donc je disais sur un rythme de 5 ans, le but, donc, les audits d'adhésion, donc on a vu tout à l'heure ce qu'on entendait par adhésion, donc le terme n'est pas très joli, mais ce qu'on entend par adhésion, c'est première demande. Donc, soit première demande d'un office qui n'aurait jamais été marqué, ou d'un office de tourisme qui, à l'issue, donc par exemple, de fusion ou voilà, évolution importante en interne, aurait fait le choix de ne pas renouveler sa marque, donc qui a été suspendue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui repart sur une nouvelle démarche. Donc là, c'est ce qu'on appelle les audits d'adhésion. Donc le principe qui avait été adopté en 2019 est qu'une visite mystère soit réalisée dans les 6 mois précédant l'audit complet. Donc là, l'idée, c'est plutôt privilégier la réalisation de la visite mystère 2 mois avant l'audit complet pour avoir le temps de finaliser ce rapport, le cas échéant des actions correctives, et de pouvoir repartir sur un nouvel audit, et surtout que l'auditeur complet que vous aurez choisi puisse saisir le rapport. Cette règle, elle a été un petit peu assouplie sur 2020, et notamment, ce qui a été offert aux offices, c'est la possibilité de réaliser leur audit complet avant la visite mystère, c'est-à-dire d'intervertir un peu le principe et de faire d'abord audit complet et ensuite visite mystère. Mais retenez, si vous retenez une chose, c'est que quand vous vous lancez dans la démarche, de toute façon, même si vous faites d'abord un audit complet, qu'il y a un avis favorable qui est donné, c'est le certain nombre, et voilà, un petit clin d'œil, mais voilà, certains se reconnaîtront dans l'assistance, qui ont passé leur audit complet il y a quelques mois et qui là ont fait dans un deuxième temps une visite mystère, il faut quand même avoir l'articulation des deux. La labellisation peut être accordée suite à l'audit complet, mais ensuite, dans la recommandation, elle sera très claire sur le fait que vous devrez faire une visite mystère dans les 6 mois suivants. Voilà. Soit avant, soit après, mais retenez cette idée d'articulation pour les audits d'adhésion. Pour les audits de renouvellement, donc là, on est sur un principe, donc à échéance, un audit complet et une visite, et donc ensuite une visite mystère sur le cycle de 5 ans. Les deux peuvent ne pas être à brève échéance l'un de l'autre. Je m'explique. Par rapport donc, à une échéance de labellisation, l'idéal, c'est de refaire à N+5 l'audit par rapport effectivement au mois de réalisation du précédent audit, de façon à être raccord et ensuite pouvoir traiter le rapport et la décision et qu'il n'y ait pas de vacances ou de lacunes dans la labellisation, si je puis dire. Et articuler cet audit complet avec la visite mystère,
Ça, voilà, c'est davantage laissé à l'appréciation de chaque office en concertation avec son relais territorial. À vous de définir si sur un renouvellement, vous préférez, comme finalement, si on était sur une adhésion, faire la visite mystère avant, l'audit complet dans les 6 mois, ce qui fait qu'ensuite, à l'échéance des 5 ans, vous couplerez les deux par la suite, ou alors, si au contraire, vous voulez faire la visite mystère sur la période des 5 ans, voilà, à une autre période. Est-ce que vous voulez le faire à l'année 2, l'année 3? Voilà, ça, c'est un petit peu à vous adapter pour aussi évaluer votre stratégie d'accueil. Ça peut être intéressant de le décaler, de ne pas la coller stricto sensu à l'audit de renouvellement. Mais ça, c'est plutôt la phase, là, je m'adresse plutôt à des offices qui viennent de renouveler ou s'apprêtent à renouveler leur labellisation, repartent sur un nouveau cycle de 5 ans. Voilà. Ensuite, comment ils vont articuler sur les 5 ans la visite mystère? À quelle date ils peuvent la faire? Ça, c'est un peu plus, voilà, c'est à définir. Voilà. L'objectif, c'est que sur 5 ans, soit fait un audit complet, une visite mystère. J'insiste là-dessus aussi, c'est sur la nécessaire vigilance, mais je pense que vous avez la chance d'être bien accompagné par tous les relais territoriaux. C'est sur le fait de devoir articuler visite mystère et audit complet et qu'il n'y ait pas un délai trop court entre les deux. Alors, je sais que quand on planifie une visite mystère, par principe, quand on choisit le cabinet, on va effectivement lui dire, nous, on souhaiterait déterminer une période cible, on souhaiterait être audité sur un mois cible, par exemple. L'idée, c'est que aujourd'hui, sur le portail, ne peuvent être affectés à l'instant T sur chacun de vos dossiers qu'un seul cabinet ou qu'un seul auditeur. Donc, du coup, par exemple, si la visite mystère a lieu à une semaine d'intervalle de l'audit complet, 2 auditeurs ne pourront pas travailler en même temps pour rédiger chacun 2 rapports. Voilà. C'est juste une petite recommandation d'avoir au moins 2 mois minimum entre 2 audits pour pouvoir que le portail soit opérationnel de ce point de vue-là. Et puis, naturellement, je le disais, je le rappelle, moi, je reste à votre disposition s'il y a toujours des questions de calendrier, des confirmations ou des précisions que vous souhaitez, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions... Oui, il y en a encore. Bon, je réponds à certaines, mais bon, donc je t'en laisse un petit peu. Alors, question de Christelle Sabatier. Nous sommes dans le cas doté en adhésion, mais quel est l'intérêt de faire un audit mystère avant l'audit complet? On va avoir beaucoup de manques? Non, point d'interrogation. En fait, pourquoi est-ce qu'on a accepté un peu de tordre le cou au principe? Une raison très, très pragmatique, c'était que au tout départ, quand les nouvelles modalités, si je puis dire, sont entrées en vigueur en octobre 2019, on n'avait pas eu le temps de faire ce travail en amont de sélection des cabinets visite mystère. Donc, il y a eu une phase déjà où il a fallu sélectionner des cabinets, ce qui faisait qu'entre novembre 2019 et février 2020, il a fallu faire ce travail de sélection des cabinets. Donc, dans ce laps de temps, ne pouvaient pas être réalisés des visites mystères. Et par contre, certains offices ont souhaité ne pas freiner leur démarche et avaient commencé à organiser des audits complets à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a eu des dérogations accordées assez naturellement pour permettre à des offices qui avaient initié la démarche, qui avaient prévu de passer leur audit, de réaliser cet audit complet et ensuite de venir le compléter par une visite mystère. Voilà, c'était juste une question de pragmatisme. Après, l'intérêt à le faire, voilà, certains offices ont voulu d'abord valider la partie audit complet parce que peut-être que dans l'audit complet, il y a des aspects plus sur la stratégie, sur l'organisation qui ne sont pas vus sur la partie visite mystère et que c'était cette partie-là qu'ils voulaient évaluer et conforter en premier avant de passer à la visite mystère. C'est vrai que sur le principe, la logique, et c'est pour ça que le principe il reste celui-là et que j'ai voulu le rappeler aujourd'hui, c'est quand même visite mystère en amont et audit complet derrière. Mais ça pouvait représenter quand même un intérêt pour certains offices. Voilà. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Mais ce n'est pas nécessairement cette dérogation, c'est-à-dire le fait de faire audit complet et visite mystère ensuite pour les adhésions, ce n'est pas un principe qui, je le disais, a vocation à perdurer. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'il est préférable de faire en amont la visite mystère et ensuite, dans un deuxième temps, l'audit complet. Voilà. Donc, merci Céline pour réponses à toutes ces questions. Donc, comme je l'ai précisé, donc, il y a des questions qui sont quand même redondantes
Ton micro, Véronique. Oui. Non, mais je le fais régulièrement. Donc, ce que je te propose, c'est d'enchaîner et à nouveau, je ne sais pas, il doit y avoir un... Alors, je vais enchaîner donc sur un autre point de ce matin que je me proposais, enfin que Véronique suggérait dans le cadre de ce webinaire, c'est vous repréciser également désormais les engagements de l'Office de tourisme sur un cycle de 5 ans. Et de ce point de vue-là, parce que je voulais saluer, moi, c'est tout le travail de la commission qualité dont fait partie Véronique pour justement aider à finaliser et mieux redéfinir cet accompagnement et les engagements de l'Office sur une période de 5 ans. Pour remettre un peu les choses en perspective et dans le contexte, s'agissant de la marque Qualité Tourisme, c'est une marque en fait qui fonctionne avec des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a finalement très peu, on voit peut-être plutôt dans le cas de l'hôtellerie ou de l'hôtellerie de plein air, il y a très peu de prestataires touristiques qui se lancent seuls dans une telle démarche. La plupart, vous êtes accompagnés soit par des partenaires nationaux, soit par des partenaires régionaux. Et dans le cadre donc, de ADN Tourisme, partenaire national, naturellement, nous, on s'appuie, et c'est, je pense, une vraie force au sein du réseau et que j'ai pu pleinement mesurer quand je suis arrivée l'année dernière, c'est toute la force des relais territoriaux qui accompagnent sur le terrain. Et pour autant, donc, ce qui fait que vous êtes dit des offices accompagnés, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir bénéficier d'un cycle de labellisation à 5 ans. Les autres établissements, quels qu'ils soient, qui souhaiteraient, eux, ne pas être accompagnés et être totalement autonomes dans leur démarche, eux, ils sont sur un cycle de 3 ans, avec des audits ou des visites mystères plutôt pour les autres filières, tous les 3 ans. Donc, c'est quand même un système plus contraignant. Là, l'opportunité d'être sur un cycle de 5 ans et d'avoir un suivi intermédiaire, c'est justement la garantie pour la DGE que sur le cycle de 5 ans, l'Office, finalement, ne va pas s'en tenir à un audit complet et visite mystère, mais qui a aussi, de façon un peu rythmée et séquencée, un accompagnement et un engagement de l'Office sur la période de 5 ans. Parce que désormais, c'est vrai que 5 ans, c'est quand même une période qui est relativement longue. Donc, ADN, appuyé par la commission qualité, comme je le disais, a travaillé pour redéfinir dans un document. Alors, je ne sais pas si ce document vous a déjà été transmis, parce que la version a été finalisée la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, à l'issue d'un travail de la commission et de webinaires avec les relais territoriaux. Mais c'est un document, donc modalité de suivi intermédiaire, qui définit le plus précisément possible, je l'espère, les engagements de l'Office de tourisme accompagné, d'un relais territorial du réseau et d'ADN Tourisme. Étant entendu que nous, au niveau d'ADN, on a à la fois un rôle de pilotage, coordination au niveau national, mais on a aussi pour mission, alors vous, ça ne vous concerne pas, c'est un peu éloigné, mais voilà, d'accompagner à peu près 80 offices sur le territoire qui sont plutôt des offices qui n'ont pas votre chance, qui sont plutôt sur des zones blanches où il n'y a effectivement pas de relais, malheureusement, qui a les moyens d'assurer cet accompagnement qualité. Donc, vous représentez brièvement, mais vous aurez confirmation au travers des documents que pourront vous adresser les relais territoriaux, ce qui est désormais prévu donc, sur un cycle de 5 ans pour chaque office. Donc, un audit complet et une ou des visites mystères. Quand je dis une ou des visites, c'est que désormais, les visites mystères, ça je pense que vous l'avez intégré, portent sur l'office, bureau principal, mais également sur les bureaux secondaires avec un principe d'échantillonnage. Et on a aussi voulu en fait tenir compte, ça c'était important quand on a travaillé, tenir compte du fait que les offices bénéficient pas tous du même niveau d'accompagnement. Donc, il fallait définir un tronc commun sur un cycle de labellisation, finalement auquel puisse accéder tout office sur le territoire, quel qu'il soit, accompagné par un relais ou en zone blanche éventuellement. Et puis, des engagements plus spécifiques, où là, c'est un tronc plus personnalisé, des engagements spécifiques par rapport au relais territorial, et voilà, un accompagnement plus personnalisé. Donc, sur ce tronc commun, plusieurs éléments. Le premier, donc, il va y avoir deux slides successifs. Le tronc commun, donc, une fois que vous avez fait un audit complet, une visite mystère, également sur le cycle des 5 ans, vous êtes invité à suivre ce qu'on a appelé 4 actions de professionnalisation. Donc, ça, c'est essentiellement dédié aux référents de qualité. Mais naturellement, s'il y a des actions de professionnalisation ou de meilleure connaissance qui peuvent être proposées au directeur, par exemple, ou à toute autre personne dans l'office, naturellement, ça ne pourra être que bienvenu. Donc, des actions de professionnalisation liées à l'animation de la qualité,
qui peuvent être validés soit par des participations à des journées d'action d'information, donc ce webinaire aujourd'hui, je pense, s'inscrit pleinement dans ce cadre-là, que ce soit l'initiative départementale, régionale ou nationale, des rencontres réseau, voilà. Ça peut être aussi, donc ça peut être proposé en local ou à une échelle plus large, mais rentre également dans le cadre de ce parcours, si je puis dire, et de ces 4 actions minimum, toute action de formation que vous pourriez être amené à aller suivre, que ce soit par un organisme de formation du réseau, animé par un relais territorial, ou par un organisme de formation tiers, voilà, entrant dans le champ de la formation professionnelle continue. Voilà, ces formations-là seront prises en compte pour le décompte à minima des 4. Alors, donc on a évoqué les audits, on a évoqué la professionnalisation, les actions de professionnalisation. Ce qui est également souhaité, c'est que vous réalisiez une auto-évaluation. Donc là, j'y reviendrai rapidement, mais grâce au portail, vous pouvez faire cette auto-évaluation de façon relativement simple et bâtir un plan d'amélioration, voilà, sur l'ensemble des BIT, à minima au moins une fois tous les 5 ans. Et autre point important, ça va être une journée de préparation à l'audit, donc sous forme d'un audit blanc, une journée d'accompagnement et de conseil, réalisée donc N+4 ou N+5, c'est-à-dire juste avant l'audit de renouvellement, à l'échéance du cycle, par un relais territorial ou un prestataire extérieur. Donc voilà, au choix, à chacun voilà, de choisir le prestataire qui est selon l'offre aussi du relais territorial naturellement et les ressources dont il dispose pour réaliser cette prestation. Voilà. Et plutôt, alors c'est vrai que précédemment, il y avait peut-être une approche plus documentaire, ce qui faisait que certains, je pense que ça devait aussi concourir à ce qu'on appelle les audits, des audits documentaires, ça, voilà, c'est un peu de ce point de vue-là, mais désormais, il n'y a plus nécessairement alors sauf à ce que le relais vous l'accompagne parce qu'il a défini, lui, des actions de suivi plus personnalisées, mais dans ce tronc commun, on n'a pas voulu intégrer des envois de documents systématiques tous les ans. Ça restera à voir avec les actions propres on pourra vous proposer le RT. Dans le tronc commun, on a plutôt mis l'accent sur le côté formation, auto-évaluation, préparation à l'audit. Et à chacun, chaque année, en fonction de l'état d'avancement et de ce qu'il aura réalisé durant l'année, de transmettre à la structure qui l'accompagne les éléments qui témoignent du respect de ces différents engagements. Est-ce que vous avez assisté à un webinaire, à une formation? Est-ce que vous avez fait votre auto-évaluation? Voilà. Libre à chacun, chaque année, au fil de l'eau, de transmettre les éléments ou voilà, à l'animatrice de les solliciter, bien sûr. Et ensuite, en complément de ce tronc commun-là, bien sûr, chaque relais pourra proposer des actions personnalisées. Donc, ça peut passer par des tests mystères, des audits croisés. Enfin, voilà, je sais que vous êtes super inventif à ce sujet-là en Occitanie. Je n'ai pas d'inquiétude sur cet accompagnement plus, entre guillemets, qui pourra vous être proposé. Voilà. Une question justement, Céline, par rapport à ça. Est-ce que la participation d'un OT à un audit blanc ou d'un autre OT entre dans des actions de professionnalisation? Je ne suis pas convaincue. La question ne m'avait pas encore été posée. Je la découvre. Pour moi, c'est quelque chose de complémentaire. C'est plutôt du bonus. Non, je ne suis pas convaincue comme ça, de prime abord. Non, pour moi, ça ne rentre pas nécessairement dans ce cadre-là. Ouais, je me permets d'intervenir. Je suis d'accord avec toi, Céline. Ça n'est pas une action de professionnalisation, en tout cas au sens juridique du terme. On ne peut pas faire financer cette action par les fonds formation. Après, naturellement, je pense que l'initiative est au contraire à saluer et à organiser et à favoriser. Je ne suis pas convaincue effectivement que ça rentre dans le cadre de ce qu'on a défini comme action de professionnalisation. Même si ça concourt d'une certaine façon à la professionnalisation, ce n'est pas ce qu'on entendait au travers de cet aspect-là. Céline, 2 autres questions. Est-ce qu'un audit blanc peut être réalisé par l'ADT? Alors, est-ce qu'un audit... Oui, enfin, dans l'absolu, l'audit blanc peut être réalisé par le relais territorial. Ça, je crois qu'on l'a... Je ne vais pas dire de bêtises. Attendez, du coup, je navigue dans mes... Hop.
Une auto-évaluation. Alors, ce qu'on a dit au point 3, une journée de préparation à l'audit sous forme d'un audit blanc, d'une journée d'accompagnement et de conseil est réalisée par un relais territorial ou par un prestataire extérieur au choix de l'Office de tourisme. Donc là, ce sera naturellement à définir en concertation avec l'Office de tourisme. Mais effectivement, un ADT qui est relais territorial, référent qualité, peut réaliser cette prestation. On est de la même façon que les relais. Je pense que vous allez proposer aux offices de tourisme que vous accompagnez une nouvelle convention pour redéfinir les bases de ce partenariat sur un cycle de 5 ans, comme on vous invite à le faire avec la signature de nouvelles conventions. De la même façon, nous, au niveau d'ADN Tourisme, on contractualise avec les relais territoriaux référents qualité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'engagements réciproques et une convention entre nous pour veiller, parce que nous aussi, on doit être garant du service qui est rendu sur le terrain. Et puis aussi, on doit pouvoir le justifier, le cas échéant, auprès de la DGE, donc nous, le partenaire territorial, enfin national. On doit aussi s'assurer de la contractualisation et de ce qui est proposé sur le terrain par les relais. Il y a aussi, j'en profite, je fais une petite parenthèse, du coup, ce qui, moi, me semble aussi important à cet égard, c'est de veiller à la formation et à l'accompagnement, ce rôle qu'on peut nous jouer à des tourismes pour, vous êtes accompagnés par les relais, mais aussi à nous d'accompagner les relais territoriaux pour pouvoir bien réaliser leur mission. Et ça, c'est aussi un des axes qu'on va voir dans la prochaine commission qualité, c'est proposer aussi des formations aux relais, des partages d'expériences, tout ce qu'on peut faire aussi en termes de questions-réponses, chat, pour aider à ce qu'il y ait aussi une meilleure professionnalisation, de la même façon, des relais territoriaux pour vous accompagner. Ça fait aussi, je pense, partie des axes d'amélioration, nous, au niveau de la fédération et dans le travail avec les relais territoriaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Alors, une question donc là concernant le site de la DGE, sur les grilles d'évaluation. Est-ce qu'on peut bien avoir deux grilles différenciées, la grille pour l'audit complet et la grille pour les visiteurs mystères? Ce serait plus simple pour la préparation de ces deux audits. Je vais anticiper, hein, y a pas de, je peux passer à ça. J'allais l'évoquer un petit peu plus tard, mais alors, pour réaliser une auto-évaluation, je reconnais qu'aujourd'hui, c'est vrai que les offices, nous sommes la seule filière où on a une visite mystère et un audit complet. Et il y a effectivement des critères qui seront vus dans le cadre des deux audits et des critères qui ne seront vus que sur la partie audit complet. Et du coup, il y a aussi des tests à distance qui sont faits dans le cadre de l'audit complet. Donc, du coup, il y a toute une bataillon de critères et certains vont être vus dans certaines circonstances. Je me suis efforcée parce que, effectivement, le guide méthodologique de la DGE qui a été mis à jour en novembre n'était peut-être pas forcément suffisamment personnalisé et explicite. J'ai fait la dernière version, il y a eu plusieurs versions, mais la dernière, la plus aboutie, elle a été diffusée en juin, un tutoriel pour permettre aux offices de tourisme de sélectionner les bons critères et de générer la bonne grille d'évaluation. Aujourd'hui, techniquement, je ne peux pas vous proposer, vous avez tout à fait la possibilité de générer une auto-évaluation où vous aurez sélectionné les bons critères et vous n'aurez que les critères de la visite mystère. De la même façon, si vous cochez des chapitres différents, vous ne sélectionnerez que les critères de l'audit complet et vous aurez une grille dédiée à l'audit complet. Donc ça, la fonctionnalité, le portail le permet aujourd'hui par rapport à l'auto-évaluation. Techniquement, vous pouvez faire deux auto-évaluations distinctes sans risquer de vous tromper, notamment parce que voilà, on s'est efforcé de vous guider un peu sur les critères à cocher au travers d'un tutoriel. Votre question, je rebondis là-dessus parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a aussi parfois des questions sur pourquoi avoir deux PDF et pas un ancien outil Excel comme ça existait précédemment. Le PDF, c'est aussi pour pouvoir, c'est une volonté de la DGE, faire que les auto-évaluations soient majoritairement faites via la plateforme, le portail Qualité Tourisme, et ne soient pas faites avec un outil complémentaire, maison ou un fichier ou ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que majoritairement, vous êtes plutôt orienté vers la plateforme pour faire vos audits. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, mine de rien, le temps tourne, le temps file. Il nous reste combien de temps, Véronique? Je crois que c'était jusqu'à 11h, c'est ça? Voilà. Je vais essayer d'être rapide. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Alors, je me dépêche. Je me dépêche. Voilà, juste ça fait la transition, mais on a déjà commencé à l'aborder. Avant d'évoquer le portail Qualité Tourisme
et le portail qualité tourisme et les outils associés, pardon, je voulais aussi là remettre un peu les choses de façon plus large et vous représenter les différents sites et la complémentarité, ce que vous allez trouver chez les uns et chez les autres. Aujourd'hui, effectivement, la majeure partie, vous avez des codes d'accès pour accéder, j'y reviendrai là-dessus, le portail marque qualité tourisme. Donc ça, c'est vraiment l'outil de gestion dédié sur lesquels, effectivement, un noté a un accès pour son fichier propre, mais de la même façon, les relais territoriaux, eux, ont accès à l'ensemble des fiches des offices qui les accompagnent. Et nous, au niveau d'ADN, on a accès à l'ensemble des dossiers. Voilà, c'est vraiment l'outil de gestion propre. Je reviendrai sur les principales fonctionnalités du portail dans un instant. Autre site qui est le site de référence, ça va être le site de la marque qualité tourisme. Donc lui, là, c'est plus le site institutionnel, vitrine, si je puis dire, qui présente la marque à la fois pour le particulier, le touriste, voilà, la personne qui souhaite en savoir plus, mais aussi il y a un espace professionnel qui, lui, donc, vous est dédié. Et là, donc j'ai mis à chaque fois les liens pour chaque site si vous jamais vous ne les connaissiez pas, mais je pense que c'est le cas. L'espace pro, ça vous permet d'accéder au référentiel filière par filière. Donc c'est là où on trouve le référentiel en PDF pour l'audit ministère et pour l'audit complet, avec les critères qui sont vus. Le guide méthodologique de l'audit et des filières, je l'évoquais, c'est un guide qui a été mis à jour fin 2019 par la DGE en concertation avec nous et qui présente quelques particularités pour la filière des offices. Selon qu'on est en adhésion, en renouvellement, ça présente le calendrier de transition tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, ça donne les modalités d'échantillonnage. Il y a un guide de calcul qui vous explique comment sont faits les calculs et les notations, si je puis dire. Et il y a des tutoriels, notamment un tutoriel qui est intéressant sur j'ai perdu mes codes d'accès ou comment accéder et me connecter au site si on a perdu ces codes. Il est intéressant de ce point de vue. Donc ça, c'est un peu le site portail général distinct du portail qualité tourisme. Et puis, il y a toujours un autre site qui subsiste aujourd'hui, c'est l'espace adhérent, ex-espace adhérent Office de tourisme de France. L'objectif de la nouvelle fédération, c'est de vous proposer un nouvel espace adhérent commun donc, aux 3 fédérations. Je crois que c'est pour septembre 2021. Donc, dans l'attente, l'espace adhérent que vous aviez pour OTF et l'espace adhérent tourisme et territoire est aussi ouvert aux offices de tourisme. Mais il faudra toujours vous connecter sur l'ancien espace adhérent OTF pour avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, il y a toujours une rubrique démarche de progrès, marque qualité tourisme, sur lesquelles vous trouverez des éléments sur les modalités d'audit, la liste des auditeurs et des cabinets, que ce soit auditeurs agréés, cabinet visite mystère, les listes se trouvent là. Des tutoriels aussi, donc j'évoquais rapidement tout à l'heure celui que j'ai pu proposer sur faire une auto-évaluation ou un pré-audit, c'est la même chose pour les relais territoriaux. Un tutoriel pour les relais territoriaux également sur l'inscription des dossiers en commission. Voilà, ça c'est des outils que vous trouvez là. Autre point important aussi, une petite parenthèse, je profite de ce webinaire, de ce qu'on soit ensemble, c'est aussi à partir donc, de l'espace adhérent au Office de tourisme de France que vous pouvez accéder au dossier de candidature en ligne pour déposer vos candidatures. Les candidatures, vous les déposez dans 2 circonstances. Soit quand vous êtes en audit d'adhésion, soit quand vous êtes en audit de renouvellement. Par contre, audit complet de renouvellement. Par contre, un office qui, par exemple, aurait été audité en 2018, qui a une visite mystère à faire en 2020, par exemple, voire 2021 s'il la repousse, ou un office qui a été audité en 2019 qui doit faire sa visite mystère en 2021, lui, on considère que cette visite mystère, c'est finalement une étape sur le cycle de labellisation en cours. Il va juste viser à la prolonger, mais ça ne va pas générer de nouvelles décisions de labellisation qu'on parlait. Donc là, il n'y a pas de dossier de candidature. La candidature, c'est pour les adhésions ou pour les renouvellements, pas pour les visites mystères intermédiaires. Ce dossier de candidature, vous précisez aussi qu'il est en cours de révision. Et là, comme on est aussi sur une phase de transition où on travaille sur un futur espace adhérent qui répond à vos attentes, les révisions ne sont pas toujours simples et rapides à apporter. Mais voilà, sachez que c'est en cours et notamment les documents qui sont attendus ont été reprécisés. Et là, on retravaille le formulaire également, parce que pour l'instant, le formulaire, il n'évoque toujours que l'audit complet et pas les visites mystères. Mais globalement, c'est quand même sur cet outil-là que je vous invite à déposer vos candidatures en initial et en renouvellement. Voilà. Donc, un peu pour vous brosser les 3 sites et ce que vous trouvez chez les uns et les autres. Alors,
Pour conclure, et du coup, je me doutais que la fin serait un peu laborieuse et je me dis, je vais faire un peu plus ludique, je vais essayer de faire ça sous forme de questions. Vous rappelez les principales fonctionnalités du portail Qualité Tourisme. C'est un portail qui vous permet de faire des auto-évaluations, voire des pré-audits pour vos relais, qui vous permet également de prendre connaissance des rapports. Désormais, c'est une saisie en ligne qui est faite par l'ensemble des auditeurs, qui vous permet de prendre connaissance des avis de la commission. C'est désormais la DGE via des commissions régionales, alors qu'ils ne sont plus vraiment des commissions régionales, mais la DGE qui prend les décisions, non plus OTF tout seul, comme c'était le cas précédemment. Chose par contre que certains, peut-être qui n'a pas forcément été bien communiqué, ça propose aussi un outil de mesure de la satisfaction client. Voilà. Donc en quelques points, j'ai aussi voulu retracer, je suis un peu rapide, pardonnez-moi, mais les principales questions les plus fréquentes qui reviennent. Comment se connecter? Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore, pour certains, des difficultés, des problématiques à se connecter. Retenez que chacun, normalement, il y a une fiche qui a été créée donc l'été dernier pour chacun de vous, Office de tourisme, avec un nom d'utilisateur qui vous a été donné, qui peut vous être confirmé par le relais territorial qui, lui, de toute façon, a toujours accès à votre dossier. Des fois, les difficultés de connexion, quand on a son nom d'utilisateur, il faut solliciter un nouveau mot de passe parce qu'on a, par exemple, oublié le précédent ou parce qu'on n'a jamais généré de mot de passe, par exemple. Donc là, des fois, quand le lien de réinitialisation vous est envoyé, soit l'adresse mail du dossier n'est pas la même que celle que vous rentrez, donc il faut s'assurer avec le relais que c'est bien la bonne, soit parfois le lien de réinitialisation va sur la bonne adresse mail, mais soit ça tombe dans vos spams, soit dans certains cas, vous avez aussi pour beaucoup des logiciels, je ne sais pas si c'est anti-intrusion, je ne sais pas trop quel est le terme consacré, mais style Mail in Black ou ce genre de choses, qui demandent de s'identifier. Et ça, spontanément, le portail ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà, il peut y avoir parfois des problématiques de connexion. Généralement, c'est quand même il y a moins de questions que précédemment. Ça, c'est plutôt la première bonne nouvelle. Et puis, généralement, voilà, on arrive à trouver une solution assez rapidement et à trouver une explication logique et rationnelle. C'est souvent une question de mail, en fait. Point important aussi à vous rappeler, point de vigilance, quand vous vous connectez pour la première fois et ensuite à chaque fois que vous rentrez, on vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation. Donc, le règlement d'usage de la marque, il a été revu en 2019. Voilà, c'est ça qu'on vous demande d'approuver et de toute façon, vous êtes invité à consulter éventuellement en ligne le règlement d'usage que vous trouvez sur le site de la marque. Donc, comment réaliser une auto-évaluation? Ça, je le disais, je vous invite à suivre le petit tutoriel, mais vous avez effectivement un onglet dédié audit où vous pouvez créer une auto-évaluation. Ça vous explique comment aller générer et choisir les bons critères. Ça, c'est peut-être la partie la plus sensible et la plus délicate. Et voilà, une fois qu'on a cette gymnastique-là, ça se fait plutôt bien. Il y a la possibilité aussi de suspendre et de reprendre ultérieurement une évaluation. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Point important, je sais qu'il y a parfois, alors je ne l'ai peut-être pas forcément entendu en Occitanie, mais je sais que la demande m'a été faite par d'autres régions. Parfois, certains d'entre vous ont profité du confinement ou juste avant le confinement pour commencer des auto-évaluations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, une auto-évaluation, elle reste active et modifiable durant un délai au moins de 6 mois. Donc, des fois, parfois, certains ont commencé une auto-évaluation, ont souhaité la suspendre et puis revenir ensuite quelques mois après pour voir un peu l'état d'avancement et puis incrémenter, actualiser son plan d'action. Et du coup, ils n'avaient plus accès à cette auto-évaluation. Si jamais c'était le cas de certains d'entre vous, sachez que voilà, vous pouvez me faire un petit message ou via votre relais ou m'écrire directement. Et là, je pourrais, moi, éventuellement demander à ce qu'une auto-évaluation verrouillée, parce qu'elle n'a pas été activée depuis plus de 6 mois, soit remise sur le circuit, si je puis dire. Voilà. Autre point aussi, parce que ça me vient à l'esprit, des fois, certains ont des difficultés pour boucler leur auto-évaluation et voir le résultat final s'afficher. C'est juste que, par défaut, vous aurez sans doute vu que quand vous créez une grille d'auto-évaluation, tous les critères positifs ou très satisfaisants sont par défaut cochés. Donc, à vous, à chaque fois, d'aller cocher ce qui vous convient quand vous faites l'auto-évaluation. Et surtout, il y a aussi pour beaucoup de critères une partie non traitée. Et du coup, si jamais vous avez oublié un non traité sur la totalité des, je sais pas moi, 150 critères, le non traité, ça va être une petite coche rouge et ce non traité vous empêche de valider l'auto-évaluation. Des fois, on a des appels un peu désespérés d'office qui ont consacré du temps à une auto-évaluation et puis là, poum, au bout du bout, le résultat ne s'affiche pas. C'est souvent juste en balayant tous les critères, on se rend compte qu'il y a une petite case rouge, un non traité qui s'est glissé
subrepticement dans l'auto-évaluation et qui freinait l'édition complète du rapport. Rapport d'audit, donc il y a une partie audit, vous l'avez vu, un onglet. Donc là, vous pouvez prendre connaissance des rapports complets et visites mystères, voire même des pré-audits, de tout ce qui concerne la vie de votre labellisation. Les résultats des commissions, donc il y a un mail qui vous est envoyé une fois que les commissions, elles se tiennent chaque début de mois en fait. Alors, je regarde maintenant. Oui, les commissions se tiennent chaque début de mois. Donc en amont, le relais, lui, a été destinataire comme vous d'un mail qui l'informe que le rapport a été finalisé. Et ensuite, une fois que le rapport a été finalisé, le relais territorial peut aller prendre connaissance du rapport, s'assurer que tout est OK de ce point de vue-là, qu'éventuellement les rattrapages ont pu être faits, si nécessaire. Éventuellement, vous pouvez, issu du rapport, de toute façon, ça, les auditeurs vous le précisent, je pense, à chaque fois, possibilité donc, de rattrapage, mais je ne vais pas trop m'apesantir sur ce point-là. Le rapport est finalisé, il peut être inscrit en commission, et ensuite, il y a une recommandation de la commission avec l'édition d'un courrier. Alors, le terme consacré, c'est une notification, c'est-à-dire c'est la décision à l'issue d'un audit. Et dans cette notification, il y a une première page et une deuxième désormais qui est générée un peu automatiquement. Et dans cette notification, alors vous verrez des fois la mise en page n'est pas forcément très attrayante, on va dire, mais vous allez trouver automatiquement deux choses. Les recommandations du suivi intermédiaire qu'aura préconisé votre relais territorial, souvent reprises par la DGE. Et vous allez aussi retrouver dans cette notification automatiquement les principaux points d'amélioration suggérés par l'auditeur. Voilà, c'est ce qui aussi est complémentaire. Et nous, dans un deuxième temps ADN, moi, je vais reprendre les points de ces recommandations. Et de toute façon, vous aurez un courrier de confirmation de ma part avec un diplôme, essentiellement pour les audits complets. Voilà. Un office, donc, peut-il utiliser le portail pour évaluer la satisfaction client? Oui. De la même façon qu'il y a un onglet établissement, un onglet commission, un onglet audit, vous avez aussi un quatrième onglet qui s'appelle avis client. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous allez voir en fait que vous avez la possibilité de télécharger un QR code qui vous propose un mode complémentaire, un outil complémentaire d'évaluation de la satisfaction client. Donc à vous, alors ce n'est pas obligatoire, ça j'insiste là-dessus, à vous d'apprécier si vous souhaitez ou pas l'utiliser. Ça aboutit sur un questionnaire qui est un questionnaire type qui finalement est commun à toutes les filières. Donc, il y a peut-être des choses qui vous parleront et qui sembleront moins adaptées aux offices de tourisme. Mais ça peut effectivement être utilisé comme un des modes d'évaluation de la satisfaction client avec le recours à ce QR code. Que vous utilisiez ou pas le QR code, les clients peuvent aussi avoir accès à une liste des professionnels labellisés titulaires de la marque via le site de la marque. Et parfois, il est possible que les clients donnent des avis sur votre office, avis qui peuvent être positifs ou avis qui peuvent parfois s'avérer moins favorables, si je puis dire, et l'expression d'insatisfaction. C'est pour ça que certains, parfois, alors ça reste très, très minoritaire, on en reçoit quand même assez peu, mais ça peut arriver, on reçoit effectivement un mail et vous êtes destinataire d'un mail, le relais est en copie, je suis en copie, vous informant qu'un avis insatisfaisant a été reçu sur le portail. Donc, des fois, ça peut surprendre un petit peu quand on n'était pas avisé. Donc, moi, je vous invite à aller prendre connaissance de l'avis, de le traiter comme n'importe quel avis insatisfaisant que vous recevriez au sein de l'office, de nous en faire part, d'en faire part au relais. Autre point qui est important à souligner par rapport à ça, c'est que parfois, mais ça, vous le voyez bien au quotidien, vous pouvez aussi finalement être destinataire d'insatisfaction, voire de réclamation, pour des choses qui ne sont pas de votre fait, qui ne vous incombent pas. Ça peut être les horaires des transports, ça peut être des choses qui relèvent de la collectivité, enfin voilà, des choses dont finalement, vous, en tant qu'animateur sur le territoire, vous n'êtes pas directement responsable, mais voilà, qui pourront être ensuite, dans un deuxième temps, traitées dans le groupe qualité de destination. Mais alors, pour des réclamations de ce type-là, qui porteraient sur un autre prestataire que vous, ou clairement, ça n'est pas une problématique que vous êtes en mesure de maîtriser et de solutionner, là, ou alors, autre hypothèse, des avis très, très fantaisistes et un peu douteux. On en a vu un durant l'été, où clairement, quand on voyait le mail, enfin, voilà, c'était difficile d'appréhender le pourquoi de cet avis-là. On a la possibilité, essentiellement moi, je pense, je ne suis pas sûre que le relais puisse le faire, de supprimer l'avis si, en concertation, on estime que l'avis n'est pas fondé et qu'il n'y avait pas matière, effectivement, à ce que vous soyez, entre guillemets, pénalisé au travers de cet avis. Voilà. Mais sinon, les avis malheureusement insatisfaisants et fondés devront être traités dans le cadre de vos procédures internes.
Voilà, j'espère avoir fait le tour, pas avoir été trop longue, ou en tous les cas, avoir été suffisamment précise. Puis si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Céline, merci pour ce point très complet. Je pense effectivement, je ne sais pas si tu as fait le tour, mais en tout cas, tu as été… D'accord, j'ai fait le tour. les gens… Pardon? J'ai fait le tour pour moi. En tout cas, les participants au webinaire ont apprécié puisque personne n'a décroché. Ça c'est un indice sur le webinaire. Quand on démarre très haut et puis qu'on perd des gens en route, là, les 2-3 personnes qui viennent de partir sont parties parce qu'elles avaient d'autres contraintes à 11 heures. On essaie de respecter le timing, donc merci encore. On essaie de respecter le timing. Il est 11h03. Pour cette matinée, un premier bilan des visites mystères qui ont été réalisées pendant l'été. Et vous verrez tout à l'heure, c'est plein d'enseignements. Donc, vous vous connectez, donc c'est à 11h30. Vous vous connectez, vous allez le recevoir il y a une demi-heure, le lien de connexion, si vous étiez inscrit. Et je l'ai mis dans le chat. Et les quelques personnes dans cette deuxième partie de notre matinée qualité tourisme, ces personnes peuvent Dans le chat. regarder dans le chat. J'ai de l'écho, donc je pense qu'il y a des micros qui sont… Merci. C'est pour ça que je bafouille un petit peu. Donc, vous êtes là pour vous connecter tout à l'heure au Zoom de on se retrouve dans une petite demi-heure. À tout à l'heure. Et merci encore.